Bonjour. Aujourd'hui, l'envie de faire un petit clin d'œil. On parle beaucoup évidemment du personnel soignant, des gens qui sont confrontés en première ligne à ce qui nous occupe depuis quelques semaines. Et en fait, il existe un livre que j'ai lu l'été dernier, Une présence idéale de Eduardo Berti. Eduardo Berti, c'est un écrivain d'origine argentine qui vit en France, qui écrit, je crois, essentiellement en espagnol, qui est traduit. Il est publié essentiellement chez Actes Sud. Ce livre-ci, Une présence idéale, c'est chez Flammarion. Alors, qu'est-ce que c'est une présence idéale? En fait, en 2000, je vérifie, 2015, oui, 2015, Eduardo Berti a été invité en résidence d'écriture au CHU de la ville de Rouen. Il a recueilli là-bas, dans le service des soins palliatifs, il a recueilli là-bas toute une série de témoignages d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants, de bénévoles, de médecins, de cadres, de musiciennes bénévoles. Et ça nous donne toute une série en fait de monologues. Alors, il a évidemment changé les noms, et donc c'est une fiction. Ce sont des portraits qui sont plutôt des fictions, mais en hommage à ces personnes-là et aux métiers exigeants et complexes qu'elles et ils font. Et voilà, ces textes sont vraiment évidemment très, très touchants, toujours à bonne distance. Voilà, il n'y a aucun pathos. C'est tout simple et très émouvant. Alors je vais vous en lire quelques-uns. Donc les noms ont été changés. Il y a le nom, la profession et puis le monologue, témoignage de ces personnes-là. Pauline Jourdan, aide-soignante. Non, je ne vais pas lire votre livre. Vous êtes venu ici, m'a-t-on dit, pour mettre en mots notre métier, notre réalité. Je n'ai rien lu de vous, je suis désolé. J'ai des préjugés peut-être. Mais chaque fois que je vois des médecins, des infirmières, des aides-soignantes dans un roman, dans un film ou dans une série télé, j'ai envie de rire franchement. Ou bien c'est excessif, un catalogue de coups bas, ou bien c'est rose, embelli. Mais ce n'est jamais vrai, non, jamais. Parce que lorsqu'ils exagèrent, lorsqu'ils s'emparent de notre travail pour offrir la souffrance humaine en spectacle, même dans ce cas-là, les images sont si démesurées qu'on dirait des effets spéciaux. Alors vous voudrez bien m'excuser, mais je ne lirai pas votre livre. J'ai peur de ne rien retrouver, de découvrir une pâle version de mon témoignage ou, pire encore, de me sentir trahi. Cela dit, si j'ai accepté de parler avec vous, ce n'est pas seulement pour vous dire que je ne vais pas lire votre livre. J'ai accepté principalement parce que je ne refuse jamais de parler de mon métier. Chez vous, ça doit se passer d'une façon très différente. Quand un écrivain, un architecte, un chef de cuisine, un avocat ou un comédien sont conviés à un repas et qu'ils se mettent à évoquer leur travail, tantôt on s'exclame « Oh, comme c'est intéressant !» Tantôt on pense « Oh, comme c'est ennuyeux !» Mais personne n'ose jamais dire « Arrêtez de parler de votre métier, vous gâchez le dîner !» Les infirmières et les aides-soignantes savent que tous le pensent dans leur cas. Cela nous arrive si souvent que beaucoup d'entre nous, à la longue, ont pris la prudente habitude de rester silencieux, du moins en dehors de notre cercle. Avec combien de mes collègues avez-vous déjà discuté? Ils vous ont raconté la toilette mortuaire, les vomissements, les tâches de nettoyage des agents de service hospitalier. Vous allez décrire tout ça? Vous allez gâcher le banquet du lecteur? Vraiment? Je vous le demande car je ne vous lirai pas. Peu importe ce que vous me répondez. Voilà, l'entrée en matière, ça c'est le premier monologue du livre, plutôt sur la méfiance ou la lucidité. Hélène Dampierre, infirmière. Je suis en train de parler en toute confiance avec lui. Depuis qu'il est arrivé ici, il y a 2 semaines, c'est devenu une routine. On parle un peu de tout, de la vie en général. Alors là, sans le vouloir, de façon tout à fait naturelle, je le tutoie. Je veux tout de suite faire marche arrière, mais comment? Je sais que je viens de franchir la ligne blanche. Pourtant, il semble enchanté. Lui aussi, il veut me tutoyer. Et l'habitude s'installe entre nous deux. Quoi qu'il en soit, j'en parle avec madame Terwilliger. C'est fait, Hélène, me dit-elle. C'est trop tard maintenant, ces choses-là arrivent.
Et après tout, pourquoi pas? Cependant, les jours qui suivent, je perçois que ça produit un déséquilibre face à mes collègues. Je suis la seule qu'il tutoie. Une semaine après, au milieu d'une conversation banale, il laisse tomber. C'est bien de se tutoyer, mais je te déconseille de devenir mon ami, car bientôt tu vas me perdre. Il dit ces mots calmement, avec une colère sereine, avec un mélange d'aigreur et de résignation. Et là, je reste sans voix. S'il y a une chose qu'on apprend assez vite dans ce métier, c'est à garder le silence quand on n'a vraiment rien à répondre. Marie-Pierre Chan, interne. Depuis 2 mois, nous avons parmi nous un infirmier, un homme. C'est le premier dans l'unité depuis 4 ans. Je n'ai jamais entendu parler d'homme aide-soignant, en revanche. Oui, nous ne sommes que des femmes. À part un médecin et quelques externes ou quelques brancardiers de passage, nous ne sommes ici que des femmes. C'est culturel, je suppose. Depuis l'aube des temps, ce sont les femmes, les sages-femmes, qui aident et qui accompagnent au moment de l'accouchement. Alors par un effet de symétrie, ce sont les femmes qui aident et accompagnent au moment de leur mort. Ça doit arranger pas mal les choses pour les hommes. Quand j'étais gamine, ma mère disait que les hommes sont plus impressionnés par la douleur. J'ai entendu des arguments semblables pour justifier qu'il n'y ait pas d'hommes dans le secteur, qu'ils préfèrent, en tant qu'infirmiers, travailler dans des secteurs réputés plus physiques, bloc opératoire, urgence, réanimation. J'ai entendu dire que les médecins hommes privilégient la recherche de solutions tangibles, qu'ils préfèrent ça à la tâche de soulager la douleur, ce qui expliquerait pourquoi, dans notre unité, les médecins sont majoritairement des femmes. Même chose en ce qui concerne la résistance à la douleur. Ma mère disait que les femmes supportent davantage. Elle disait ça, toute fière d'avoir eu 6 enfants sans péridurale, alors qu'elle taquinait mon père. « Vous, les hommes !» Tout ça pour moi, ce ne sont que des lieux communs. Et les lieux communs, vous savez, s'effondrent vite face à la maladie, face à l'agonie. Hervé Monterolier, infirmier. Je suis le seul homme dans l'unité. Le seul homme infirmier, je veux dire. On y trouve aussi quelques médecins, mais pas beaucoup. On a encore Patrick, Christophe, Olivier et les autres brancardiers. Mais je suis le seul infirmier. Et je pense que le regard d'un homme infirmier est important. Forcément, on examine et on ressent les choses d'une autre façon. Or, les patients des 2 sexes sont tellement habitués à voir des femmes parmi les aides-soignantes et les infirmières qu'ils s'adressent à moi de façon invariable en disant « Docteur, docteur !» Au début, je rougissais, embarrassé. À présent, je me contente de sourire et parfois je ne rectifie pas. Il semble si heureux d'avoir la visite d'un médecin. Dominique Louiron, interne. J'ai parfois des accès de sensibilité. Alors, des heures durant, j'ai les larmes aux yeux. Mes collègues se moquent un peu de moi, et dès que je pleure, Charlotte Bouillon m'appelle Madame Fontaine. Mais au fond, je vois que mon émotion provoque aussi les larmes des autres soignants. Quand j'ai commencé à travailler ici, je m'en voulais. Je considérais ces larmes comme une faute professionnelle, la preuve d'un manque de maturité. J'en connaissais qui cachaient leurs yeux derrière une paire de Ray-Ban. Moi, j'aspergeais mon visage au lavabo et je prétendais que j'étais très enrhumé. Un jour, comme je sortais des toilettes, je me suis retrouvé nez à nez avec la femme d'un patient. La femme d'un homme qui avait, plus que les autres, le don de faire jaillir mes larmes dès que je l'apercevais dans son lit. J'étais gêné chaque fois que je croisais cette femme. Qu'est-ce qu'elle devait penser de moi? Ce jour-là, devant les toilettes, les yeux tout rouges, j'ai balbutié comme si on m'avait pris en faute. La femme m'a regardé de près. Ensuite, elle m'a coupé la parole et m'a confié en esquissant un sourire. Depuis un moment, je voulais vous avouer que j'aime quand vous êtes comme ça, au bord des larmes. Oui, c'est bon de voir l'émotion chez un médecin.
C'est agréable car c'est humain. Et surtout, ça rassure les proches parents. Vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Mireille Gosselin, cadre dans l'unité. Quand j'entends que les soins palliatifs, c'est l'unité où l'on va avant de mourir, au lieu de prendre la mouche, au lieu de me mettre à expliquer avec plus ou moins de patience que nous traitons aussi la douleur dans des cas qui n'impliquent pas une mort imminente, au lieu de ça, je réponds par l'affirmative, j'arbore mon plus beau sourire, je dis gentiment que c'est ça, que c'est bien vu, et puis j'ajoute sur le champ qu'on pourrait en fait prétendre la même chose de l'intégralité des services de l'hôpital, de n'importe quel hôpital, parce que, en somme, tout ce qui mérite d'être appelé la vie, c'est l'ensemble des choses que nous faisons avant de mourir, n'est-ce pas? Alors là, je vous assure, ça produit toujours son petit effet. Solène Alice, aide-soignante. J'ai une méthode très simple pour mesurer mon stress et ma fatigue. Quand le bip-bip de la sonnette me gêne au point de me rendre dingue, c'est que je n'en peux plus. Bien entendu, ça ne dépend pas de moi. À certaines périodes, on reçoit en même temps 3 ou 4 patients très demandeurs, et alors la sonnette retentit sans cesse. C'est difficile, je vous avoue, quand un patient vous appelle 10 fois de suite en l'espace d'1 heure, mais n'a rien de concret à vous demander. On fait l'effort de sourire, de l'interroger. « Oui, madame, oui, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et parfois, ils ne font que vous contempler bouche bée, contents de voir quelqu'un auprès d'eux. Vous avez entendu la sonnette, n'est-ce pas? Elle est aiguë, pénétrante comme une seringue. Il m'arrive de l'entendre dans ma voiture quand je reviens chez moi. Il m'arrive de l'entendre sous la douche. Il m'arrive de rêver d'elle. Bip, 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 la sonnette. La semaine dernière, j'ai fait un cauchemar. L'unité était entièrement vide, tous les lits inoccupés, personne dans les couloirs, j'étais seule, toute seule, mais j'entendais la sonnette et j'ouvrais et ouvrais en vain les portes. J'ai raconté ça à mon mari pendant le petit déjeuner. « Je crois, Solène, m'a-t-il dit, que c'est le moment de prendre un congé. » Christophe Orsini, brancardier. C'est insensé et c'est urgent. À chaque fois que nous nous rendons dans l'unité afin de chercher un corps, nous devons faire les pirouettes les plus absurdes et les plus étranges. Non seulement nous fermons les portes avec l'aide des infirmières et des aides-soignantes, dans l'espoir de détourner l'attention des autres familles et des autres patients, pendant qu'on déplace le brancard par le couloir et qu'on promène le mort qu'on a rendu invisible ou, en fait,